combien de dents attend quand on est une femme de 50 ans. Je suis pas quelqu'un qui va me dire tiens, je vais pas faire ça parce que j'ai 50 ans, quoi. Alors ça, c'est pas possible pour moi. La vitalité, c'est de l'éveil en puissance. À vrai dire, je suis pas quelqu'un de beaucoup d'interdits. Donc je fais un peu ce que je veux, quoi. c'est comme ça. Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents, le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arnaud, coach professionnel et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes qui croquent leur futur professionnel à pleines dents avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie, développer votre influence, capitaliser sur vos talents, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie? Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle? C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant. Aujourd'hui, j'accueille Valérie Castera, directrice générale des éditions Giletta, une maison d'édition créée en 1880 à Nice, spécialisée dans le livre illustré et passionnée par le territoire azuréen. Valérie a trouvé sa vocation très tôt, et sa passion toujours intacte est peut-être son secret pour continuer à pétiller tel qu'elle le fait. Valérie, c'est la délicatesse d'une silhouette et d'une gestuelle, la finesse de jugement, l'intelligence des mots et du cœur. C'est aussi la fraîcheur de son émerveillement constant, et enfin une trajectoire fidèle et exemplaire dans un milieu singulier, celui de l'édition, où les dirigeants au féminin se comptent sur les doigts d'une main. Son esprit vif et impertinent, sa légèreté revendiquée et sa curiosité insatiable sont autant de sources d'inspiration pour moi qu'elles le seront, j'espère, pour vous. Nous nous sommes interrogés sur combien a-t-on de dents de sagesse à la cinquantaine, comment rester dans la danse, onduler plutôt que raisonner et maintenir cette envie qui nous maintient en vie. Et il nous est apparu que la clé de la vitalité pourrait être de rester éveillé. J'espère que cet épisode vous fera du bien, vous donnera aussi le sourire et éveillera votre curiosité. C'est parti. Déjà Valérie, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour venir nous inspirer dans 50 ans et toutes mes dents. Alors peut-être déjà, qu'est-ce que tu veux dire de ton parcours, des événements clés qui te sont arrivés, qui t'ont amené jusqu'ici et qui peuvent nous aider à te connaître mieux? D'abord, merci infiniment Karine. C'est-à-dire que j'ai été toute petite intéressée, séduite, voire dévoreuse de ces récits que les livres m'apportaient. Par bonheur, il existait un lieu qui s'appelle la bibliothèque, qui me permettait d'emprunter un certain nombre de livres par semaine. D'ailleurs, j'en abusais puisque j'empruntais les livres qui étaient sur la carte de mon frère. Et je me hâtais de rentrer à la maison, de me glisser dans mon lit, de prendre un thé, puis de lire avec avidité ce qui était là. Donc je dirais la résultante de cet amour pour l'écrit, pour les livres, forcément a dirigé une grande partie de ma vie, et c'est peut-être pour cette raison-là, aussi simple et aussi banale, que je suis devenue éditrice. J'ai eu tant de joie, tant de curiosité à découvrir un monde, que j'ai eu envie après de rendre ce qui m'avait été offert et de le restituer à d'autres lecteurs et à d'autres lectrices. Voilà comment c'est là, au sens littéral du terme, comment s'est écrit cette histoire, mon histoire d'éditrice. Alors, devenir éditrice, c'est à la fois, certes, avoir une passion pour les livres, mais c'est pas parce qu'on aime les livres qu'on devient tous éditeurs ou éditrices. Je crois que c'est beaucoup une question de chance, et on le dit régulièrement, la vie est faite de rencontres. La mienne a été
tout à fait à cette image-là. Et plusieurs rencontres dans ma vie m'ont permis en effet de comprendre ce que je voulais faire dans le monde de l'édition, d'en avoir une vision un petit peu spectrale, dirons-nous. Et voilà, j'ai eu 2 personnes disons que je les rassemble parce qu'il y en a beaucoup, mais 2 personnes ont été importantes là dans mon histoire d'éditrice. La première avec la responsable éditoriale Anne, qui était à l'École nationale supérieure des beaux-arts. Alors bon, moi j'avais un bagage littéraire, donc tout ça s'inscrivait assez régulièrement, on va dire, dans le processus. Donc ça, c'était la première rencontre très importante qui m'a permis de me déterminer sur le poste, sur les fonctions que je souhaitais occuper. Et puis, je me suis formée à l'édition, en allant dans différentes maisons, en ayant aussi des formations un petit peu plus techniques pour comprendre ce qu'il fallait faire, parce que je me suis dit que pour faire ce métier-là, il était bon de savoir comment ça se construisait, un livre. Et donc d'appréhender les différentes marches d'architecture d'un livre. Donc il fallait que je sache en effet terrasser, mettre du carrelage, cimenter, faire les jointures et ainsi de suite. Tout ça en ayant bien pris soin auparavant d'asseoir les fondations de la maison qu'on allait construire. Donc c'est pour la raison pour laquelle j'ai eu un certain temps d'application avant d'être un petit peu en maîtrise de ce que je voulais faire. En parallèle de ça, j'ai essayé parce que ça n'a pas été toujours très facile de mener un travail de recherche en philosophie esthétique pour un doctorat. Les deux se menaient de manière à la fois assez harmonieuse et à la fois disharmonieuse parce que l'un prenait toujours le pas sur l'autre à chaque fois. Donc je basculais d'une vie parisienne à une vie niçoise. Voilà, la vie niçoise était dédiée à la recherche et la vie parisienne était dédiée à mon métier. Donc ça a été un peu, voilà, il fallait gérer cette chose-là. Mais bon, le temps a passé, j'y ai passé, quelques années, et puis ensuite je suis venue à Nice, j'avais un projet éditorial qui n'a pas pu être réalisé, mais j'en ai eu un autre, et puis après cet autre, j'en ai eu encore un autre, et là c'est la seconde rencontre qui est celle donc du précédent directeur des éditions Giletta, Gilbert Grisoni, qui m'a laissé les clés de la maison. Et il les a laissés notamment quand il est parti à la retraite, et depuis 2007, je dirige et je co-gère cette maison jusqu'à en être devenue la gérante depuis 2019, je crois, quelque chose comme ça, je ne l'ai plus tout à fait en mémoire. Voilà, ça c'était les 2 rencontres importantes qui, en effet, ont acté, au sens premier du terme, une évolution de carrière. Ce qui est particulier, notamment, c'est que quand même en majorité, ce sont des maisons qui sont tenues par des hommes. Et toi, tu dois faire partie, je pense, des rares femmes qui dirigent comme ça des maisons d'édition. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de ce métier ? Est-ce que tu peux soulever le voile sur ce métier et nous en dire peut-être un petit peu plus ? Ah, c'est un métier, comment dirais-je ? C'est un métier si immensément riche de rencontres, de contenu, de variété. On croise sur notre route là de manière tout à fait impromptue quelqu'un, puis il s'avère que ce quelqu'un a une passion qui est par exemple la photographie animalière. Par exemple, un truc de dingue. À tout hasard. Et boum, toi tu te dis mais moi j'ai besoin d'un photographe animalier pour tel projet. J'ai déjà publié de la photographie animalière. J'ai envie de prolonger. Pourquoi est-ce que j'ai envie de prolonger ? Donc en fait c'est ça. Tu vois, le métier d'édition, c'est un métier de collier de perles. C'est-à-dire que tu as une perle, tu en mets une autre, et encore une autre, et encore une autre, et encore une autre. Et tout ça va créer l'identité, en fait, d'un autorat que toi, tu vas valoriser. Tu vas le valoriser auprès d'un public extérieur. Donc le métier, c'est véritablement l'essence de ce métier, d'abord
c'est de trouver les bons sujets, les bons auteurs qui vont fabriquer ce sujet. Et ensuite, ta problématique à toi, ça va être de défendre ce sujet-là. Et donc, tu vas défendre non seulement des sujets, des objets, qui sont les livres eux-mêmes, mais tu vas défendre aussi les auteurs qui portent ces projets. Donc, au fond, c'est un métier de défense de l'autorat. Et puis, plus que cela, au fond, tu vas défendre des idées, tu vas défendre des valeurs, tu vas défendre des engagements, tu vas défendre des luttes, tu vas défendre peut-être des choses qui semblent très, très immédiates, très simples et qui sont très importantes. Reprenons le thème de la photographie animalière, mais qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de cela ? On va parler de défense de l'environnement, respect de la biodiversité, on va parler de notre planète, on va parler de notre avenir, on va parler des générations futures, on va parler de notre quotidien qui se projette. On est systématiquement dans l'édition à partir d'un sujet singulier pour en arriver à un mode généraliste. C'est ça l'édition. Donc, soulever le voile, c'est un très, très grand voile, quoi. Très grand voile, il est peuplé d'êtres, il est peuplé d'elfes, il est peuplé de plein de choses, de bruit, de solarité, mais aussi de pluie, d'humeur. Enfin, je pourrais en parler de manière très poétique, mais je ne suis pas sûre que c'est cela que tu cherches. Non, ce que j'ai aimé, c'est que en préparant donc cette interview, tu m'as dit que c'était un métier d'artisanat et que travailler un livre, c'était travailler la matière et c'était comme une sculpture. Et je trouve ça super beau comme image, en fait. Ce qui est beau aussi, c'est comment tu reconnais l'importance des personnes clés dans ton parcours et qui ont su te donner en fait la confiance et l'autonomie qui t'ont permis d'avancer dans ta carrière jusqu'à aujourd'hui. Comment toi tu as vécu ce passage de la cinquantaine ? Alors au niveau personnel si tu veux nous en parler, et puis au niveau professionnel, alors je rappelle comme tu l'as dit que toi tu as pris la pleine gérance donc de la maison d'édition dont tu t'occupes à 52 ans. Donc déjà ça c'est un événement quand même marquant, parce que tout d'un coup ce que je pourrais imaginer c'est que tu es seul aux manettes, et ça peut-être que c'est quelque chose voilà, qui est aussi important dans la montée en puissance de toi en tant que femme dirigeante. Mais voilà, qu'est-ce que tu as envie toi de nous partager par rapport à comment toi tu as vécu ce passage-là ? Moi je l'ai vécu de manière assez curieusement indolore. C'est-à-dire, autant la trentaine a été un peu complexe, parce que j'avais passé les décennies précédentes à me construire. Une fois que la construction a été faite, bon après les 20 ans qui ont succédé, ont été nourris de très belles choses, avec la naissance de mes enfants, avec voilà, plein de merveilleuses histoires, et ce moment de 52 ans où en effet on me confie la maison d'édition, ça n'a pas été pour moi le synonyme d'une victoire. Je me suis pas sentie arriver au bout de quelque chose que j'espérais depuis tant d'années. Mais alors pas du tout, ça s'est glissé dans quelque chose d'assez naturel, à vrai dire, qui s'est fait de manière très encadrée, puisque je restais dans le même système, à vrai dire, de filiation par rapport au groupe de presse qui nous accompagne. Donc ça n'a pas été très... Il n'y a pas eu une très grande différenciation sur la chose. Ce que je peux dire toutefois, il s'est passé quelque chose dans le sens où, assez étonnamment et peut-être assez inconsciemment, je me suis rendu compte de la raison profonde pour laquelle je travaillais. Et très honnêtement, jamais je n'ai travaillé pour moi.
jamais j'ai travaillé pour ma satisfaction personnelle. J'étais très heureuse du travail quand je le trouvais bien accompli. Ça me semble, je dirais, presque normal qu'on en arrive à ce résultat. Mais très honnêtement, vraiment très sincèrement, ce n'est pas du tout pour moi que je l'ai fait. Je l'ai fait à destination du public. C'était là, ça s'est véritablement révélé. Je me suis rendu compte à quel point nous étions là pour offrir une tribune à des auteurs, à des autrices, à des photographes, des personnes qui savent manier des pinceaux, des palettes graphiques avec un immense talent. Et c'était leur offrir cette tribune-là et la rendre accessible à un plus grand nombre. Je crois que ça a été véritablement ce qui m'a donné envie de prolonger cette histoire. Ça sert à rien de travailler pour soi. On peut travailler, c'est comme l'auto-édition, on se fait plaisir, on fait plaisir à un petit cercle confidentiel ou un peu moins confidentiel. Mais ce qui est important, c'est qu'en effet, les valeurs que tu soutiens, elles soient diffusées au plus grand nombre. C'est la raison pour laquelle on a aussi ouvert ce département jeunesse. Il était essentiel, ce département jeunesse, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, parce que le monde est compliqué et qu'il faut... il faut le protéger, il faut protéger les acquis que l'on a. Et notamment aujourd'hui, pour ce qui nous concerne en tant que femmes, on a une filiation, on a une sororité, on a oui, en effet, une lignée à valoriser. Voilà, il faut être dans la conservation. La conservation ne veut pas dire arrêt sur image, loin de là. La conservation, ça veut dire, à vrai dire, toujours savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Et là, on se trouve dans un espace intermédiaire, médian. Mais on regarde en arrière et on se projette. C'est ça l'histoire en tout cas pour ce qui me concerne, l'histoire de la cinquantaine. Elle se joue sur ce marqueur-là, temporo-spatial, je ne sais plus exactement comment est-ce qu'on le dit, ou spatio-temporel plutôt, c'est plus simple. C'est exactement cela. Tu vois, on est sur une ligne quasi philosophique. J'ai envie de croire qu'on ne récolte que ce que l'on sème. J'imagine que la cinquantaine, c'est cela qu'elle m'a appris, à savoir véritablement être reconnaissante aux personnes qui nous ont fait confiance, qui continuent de nous faire confiance, pour leur dire « nous sommes là pour vous ». Voilà, tout simplement. Et ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est justement le côté précieux de la cinquantaine, c'est-à-dire cette capacité maintenant à te servir de tout ce que tu sais, sans toute puissance, mais de tout ce que tu as emmagasiné comme expérience et comme savoir pour transmettre. Et en préparant justement cette interview, on parlait d'intergénérationnalité, et c'est ça aussi. C'est cette capacité à faire un pont et à, comme tu dis, donner la parole et aussi transmettre des savoirs. Parce que, moi en tout cas, c'est ma croyance, c'est que la seniorité a une vraie valeur ajoutée et c'est comment justement tu te sers de ça pour faire grandir. Parce que toi, tu as grandi aussi. Et même si, avec toutes les avancées technologiques, on ne vit plus tout à fait la vie de la même façon, mais quelque part, l'être humain est toujours l'être humain. Et donc, en tout cas, les émotions, pour moi, elles sont toujours les mêmes qu'il y a des centaines d'années. L'homme est brassé par ces émotions-là. Donc, ça, ce que je me dis, c'est que ce qui est intéressant, justement, à ce passage-là, c'est comment tu peux éclairer le chemin des futures générations, en tout cas, par rapport à tout ce que toi, tu as véritablement appris. Aujourd'hui, on a tendance à dire que la seniorité, c'est un gros mot. Que l'agisme
vient s'opposer au jeunisme, ou bref. Alors tout ça pour moi c'est des choses qui ne devraient même pas être formulées. Rappelons-nous, qu'est-ce que nos grands-parents nous apprenaient quand on était petits ? Ils nous apprenaient tout ce que nos parents ne pouvaient pas nous apprendre. Ils nous donnaient la main d'une certaine manière, ils nous écoutaient. Oui, en effet, ils nous montraient comment on cultive des tomates dans un potager, ou je sais pas, ils nous apprenaient plein de choses en tout cas. Ça, c'était le rôle des anciens. Aujourd'hui, les anciens, on ne les garde pas vraiment avec nous, on a l'impression qu'ils sont plus encombrants qu'autre chose, alors qu'ils ont un savoir, véritablement. Donc il faut rester à l'écoute de ce savoir-là. J'ai reçu une jeune stagiaire il y a quelques années, adorable, un peu turbulente dans sa tête, intelligente en diable. Et puis, je l'ai reçue le temps de son stage. J'espère qu'elle y a appris beaucoup de choses. Et puis, il s'avère que c'est devenu une camarade de classe de ma fille, en classe prépa littéraire. Et elle dit à ma fille, mais tu sais, c'est ta maman qui m'a permis d'être là. En littéraire, j'ai vraiment eu envie d'aller creuser ce matériau-là. Et je me dis, mais welcome. Les filles, il y a beaucoup de filles chez nous qui viennent. C'est assez curieux, mais très peu de garçons. Tant mieux, voilà. Bon, ma mission, elle est là, c'est parfait. J'ai réussi le job. Je suis très contente qu'il y ait comme ça des jeunes gens qui s'emparent de ce métier et le conduisent dans les années à venir. C'est parfait pour moi. C'est parfait. Quand on a préparé cette interview, et là j'ai adoré la réponse que tu m'as faite, donc je t'ai demandé évidemment ton âge, et tu m'as répondu 55 ans et toutes mes dents, à l'exception de celle de sagesse. Donc évidemment j'avais envie de te poser cette question, quelles sont les folies que tu te permets aujourd'hui à 55 ans et que peut-être tu ne te permettais pas plus jeune, et pourquoi ? Alors, c'est un peu particulier parce que là aussi, c'est une histoire de rencontre. J'étais une assez sage petite fille. Voilà, plutôt lycée, pas trop de problèmes. Bref, rien à signaler. Et puis, voilà, toujours pareil, sur le bout du chemin, boum, on rencontre quelqu'un, et puis pouf, 20 ans arrivent. Et 20 ans, tu te dis, mais 20 ans, c'est pas mal quand même, quoi, 20 ans. Et donc, voilà, tu te dis, voilà, c'est là que ça s'est joué. Mais en fait, non, ça s'est pas joué là. C'était déjà en germe depuis plusieurs années. Et ça, on le sait parce que tu as des copines qui te disent, mais tu te rappelles pas comment tu étais ? Non, je me rappelle pas. Puis tu vois des photos. De quand tu avais 14-15 ans, mais tu te reconnais pas. C'est ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines. Je me suis dit, mais je portais une bague à l'index, moi. Tu vois, alors que je porte jamais de bague à l'index. Enfin, j'ai l'impression de n'en avoir jamais porté. Et pourtant, j'en portais à l'époque, quoi. Donc, c'est très superficiel ce que je dis là. Mais à vrai dire, on a l'idée de quelqu'un qu'on n'est pas. Donc, je crois que je devais avoir un peu des choses insolites qui se passaient chez moi, mais je n'en avais pas conscience de ces choses insolites. Et puis le temps passe. À vrai dire, je suis pas quelqu'un de beaucoup d'interdits. Je suis pas non plus quelqu'un ou plutôt quelqu'une qui va avoir envie de grimper aux arbres toute la journée, quoi. C'est pas ça. Mais je suis pas quelqu'un qui va me dire tiens, je vais pas faire ça parce que j'ai 50 ans, quoi. Alors ça, c'est pas possible pour moi. C'est pas possible. Si j'ai envie de mettre une mini-jupe, je mets une mini-jupe. Et si j'ai envie de prêter ma mini-jupe à ma fille et que on prenne sa propre mini-jupe, c'est pas un problème pour moi, quoi. Mais pas du tout. Le regard des autres, il ne m'effraie pas. Ça m'est, je dirais presque
assez étranger. L'essentiel, c'est que je sois bien là où je me trouve, quoi. Cette question de qu'est-ce que je ne faisais pas, qu'est-ce que je fais, tout ça est très mêlé. C'est un peu millefeuille pour moi. Donc il n'y a pas vraiment d'interdit. Il n'y en a pas eu vraiment. Il n'y en a pas non plus vraiment aujourd'hui. Donc je fais un peu ce que je veux, quoi. c'est comme ça. Et j'ai un espoir. C'est que dans 15 ans, à 70 ans, tu continues. Tout pareil. Et si j'ai envie encore de mettre des mini-jupes, que je mette des mini-jupes, quoi. Ouais, et puis tu me disais, je veux surtout pas prendre en considération que 55 ans, c'est un âge de raison. Et quand j'entends ça me fait écho parce que, alors, moi, le mot raisonnable, je crois que ça fait pas partie de mon vocabulaire. Du coup, je suis allée chercher quand même raison, c'est chercher à amener quelqu'un à une attitude raisonnable. Oh, quelle horreur. Il y a quelque chose de limitant, quoi, d'enfermant, enfin, tu vois, voilà. Et je pense, oui, sincèrement, que peut-être que ce qui maintient, alors, et là, il y a ce qui s'invite, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de maintenir la jeunesse? Mais bon, ce qui maintient en tout cas la vitalité, qui est quand même un des gages de jeunesse ou de longévité, c'est la curiosité, c'est, comme tu dis, je veux dire, découvrir, se foutre un peu du regard de l'autre, se lâcher. Et je suis dans comment on bouge. Et tu me disais, moi j'aime danser, alors moi j'adore ça. Et c'est ça, c'est le mouvement, quoi. Et c'est comment tu bouges aussi bien physiquement que intellectuellement. Et c'est ne pas croire que parce que on a tel âge, on doit avoir absolument tel et tel comportement, comme quand on nous dit, alors, à 50 ans, il faut plus que tu aies les cheveux longs, il faut que tu les coupes, à 50 ans, il faut que... Enfin, on est dans des espèces de dictates et de, comme tu disais, on enferme les millennials dans les millennials, on enferme les perennials dans les perennials, et je pense que, voilà, l'idée, c'est juste, c'est ce qu'on disait, c'est simplement être bien avec toi. Tout simplement. Je crois qu'il y a alors tu as employé un mot qui est important là, à savoir qu'est-ce qu'une vitalité ? Voilà. Comment on la nourrit, cette vitalité-là ? À vrai dire, on la nourrit pas, elle se nourrit toute seule, quoi. Il suffit de lever le bout de son nez, quoi. Quand on marche, quand tu es en voyage, qu'est-ce que tu fais ? T'as jamais le nez par terre, t'as toujours le nez en l'air, on est bien d'accord, parce que tu vas voir l'architecture au-dessus, un vol d'oiseaux sauvages, j'en sais. Enfin bref, tu vas tout le temps en éveil, on est bien d'accord. Et la vitalité, c'est de l'éveil en puissance. C'est juste ça, c'est regarder le monde qui t'entoure et te dire... c'est un acte, je dirais, oui, à la fois de gratitude pour ce qui t'est offert, quoi. Tu as des jolies choses autour de toi, voilà, tu remercies ces choses-là d'exister, quoi. Tu les apprécies, et c'est parce que ton regard les voit, se pose sur elles, qu'il y a quelque chose qui continue à être, tout simplement. Donc je t'avais demandé quelles sont les femmes de 50 ans et plus qui t'ont inspirée ou qui t'inspirent encore. Si je n'avais pas été éditrice, il y aurait 2 métiers qui m'auraient intéressée. C'est le métier de paysagiste et le métier de chorégraphe. Alors, dans ces deux champs qui traitent de l'espace et du temps, évidemment, là-dessus, je pourrais ajouter l'apport de la musique qui est essentiel chez moi, qui est constitutif de mon équilibre quotidien, qu'on soit dans un registre classique, jazz, variété, enfin peu importe, la musique est... Disco. Ouais, j'adore. funky, voilà. Bref, voilà. On a un corps, il est fait pour bouger. Quand il est en capacité de bouger, il faut lui laisser la possibilité de le faire. Voilà. Pour moi, c'est très important. Donc, à côté de ça, il y a des choses plus, je dirais, plus intériorisées et qui est le métier d'écrivaine. Mais tu vois, quelqu'un comme Nina Simone, c'est une femme qui écrit. C'est une femme qui écrit ses chansons et qui écrit ses engagements.
On sait pourquoi elle s'est battue, à quel point sa lutte a été une lutte de recherche de dignité, de fierté, de reconnaissance. Pour moi, ces femmes, elles ont été fondatrices d'une évolution sociale et d'une évolution du féminisme. Il y a je dirais dans cet éventail-là de femmes que l'on regarde du côté de Marguerite de Navarre, ou qu'on se projette avec Rosa Bonheur, par exemple, dans des peintures animalières. C'est une femme très étonnante. Il y a une très belle expo aujourd'hui à Paris sur son œuvre picturale. Il y a des tas de personnalités qui aujourd'hui ont été non pas constitutives de ce que je suis aujourd'hui, mais qui ont été des exemples à entendre. Parce que c'était des femmes fragiles, et puis des femmes fortes à la fois. Moi, ce que j'aime, c'est la fragilité des êtres. Elle m'interroge, cette fragilité, parce qu'elle est forcément aussi signe de créativité. Ça a toujours été des créateurs, au fond, ou des créatrices que j'ai aimées. Je pourrais me dire, tiens, Marie Curie était fantastique. Marie Curie a été fantastique d'engagement. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est l'art. Alors que je t'en parle, je n'avais pas fait le rapprochement. C'est important. Ton travail là, il pointe quelque chose d'important, à savoir qu'on se pose quand on place des mots sur des choses. Et les femmes qui m'ont inspirée, ce sont des femmes qui ont créé. Bon, voilà, je me suis glissée dans leur lignée, aussi simplement que ça. Il y en a tellement, mais tellement. Et tu m'avais cité aussi Delphine de Vigan, et j'ai trouvé une citation. C'est intéressant parce que c'est en parallèle avec tout ce qu'on disait jusqu'à présent. Alors, c'est une longue citation que je te lis. Elle dit, donc c'est dans les Gratitudes, elle dit « Quand je serai vieille, je m'allongerai sur mon lit où je me calerai les reins dans un fauteuil et j'écouterai la musique que j'écoute aujourd'hui, celle qui passe à la radio ou dans les boîtes de nuit. Je fermerai les yeux pour retrouver la sensation de mon corps en train de danser. Mon corps délié, souple, obéissant, mon corps au milieu des autres corps, mon corps affranchi de tout regard quand je danse seule au milieu de mon salon. Quand je serai vieille, je passerai des heures ainsi, attentive à chaque son, à chaque note, à chaque impulsion. Oui, je fermerai les yeux et je me projetterai mentalement dans la danse, dans la transe. Je retrouverai un à un les mouvements, les ruptures, et mon corps épousera de nouveau le rythme, la mesure, au plus près de sa pulsation. Quand je serai vieille, si je le suis un jour, il me restera ça. Le souvenir de la danse, les basses qui cognent dans le ventre et l'odulation de mes hanches. Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute à ça ? Et là, il y a à la fois la chance d'être vieille, si je le suis un jour, et il y a, voilà, en fait, c'est ça, c'est... ce qu'elle dit là, c'est ne jamais arrêter de bouger et que même si tu en es empêché, tu continues. Bah oui, c'est l'ondulation. C'est ça. Voilà. L'ondulation plutôt que la raison. Voilà, exactement. Ouais, c'est exactement ça. Qu'est-ce que tu veux... Que puis-je ajouter à cela ? Si ce n'est que je pense que quand je serai vieille, si je deviens vieille un jour, je n'aurai qu'un mot à la bouche. Pour les autres, vivez. Vivez. Vraiment. Donc, puisque la vie continue, quel est ton prochain challenge ? Ah là là, alors ça c'est insensé là. Donc bon, j'essaye là de dire des choses... raisonnable ? Non, peut-être non. Pas. Bon, enfin bref. Bon, c'est vrai que moi j'ai un rêve.
Un rêve, oui. Alors peut-être qu'il se réalisera jamais, peut-être qu'il se réalisera. Mais déjà, si tu t'en parles et que tu le lances dans l'univers, il y a peut-être plus de chance, tu vois, qu'il se réalise. Je l'offre aux étoiles et puis on verra ce que les étoiles me disent. Alors voilà, ça c'est vraiment insensé, oui, en effet. J'aimerais beaucoup, à l'âge canonique que j'occupe aujourd'hui, avoir la possibilité de partager, je dis bien de partager, c'est important, de partager l'aventure de la création d'une maison d'édition jeunesse. Le partage parce que, de manière assez paradoxale, dans le poste que j'occupe aujourd'hui, je me sens parfois bien seule à prendre des décisions. C'est énorme. C'est sûr que c'est pas à 65 ans qu'on s'arrête, quoi. Quand il y a une maison d'édition à 55, c'est sûr que non. Mais je me dis, bon, je lance l'idée, puis ce projet, il est là, au fond de mon cœur, dans ma poitrine. Il est chargé de vie, c'est un petit oiseau palpitant, c'est un petit colibri qui demande à ouvrir ses ailes et aller faire sa petite part de colibri, à aller mettre une goutte d'eau dans son bec, qu'il va aller ensuite déposer sur une canopée en feu. Il fait son travail de petit colibri, quoi. Qu'est-ce qu'on est d'autre que des petits colibris dans une forêt en feu? On le voit, on l'entend en tout cas, c'est ta soif de découverte et d'exploration et de curiosité. Quelle est ta recette pour maintenir ça, pour maintenir ta curiosité? Alors, avoir des rêves joyeux, c'est mieux. Voilà, mettre le bon pied quand on descend du lit. Ouvrir la fenêtre, laisser entrer le soleil, voilà, aérer le lit, et puis ensuite aller se faire chauffer de l'eau pour savourer un bon petit thé le matin avec des fruits frais. C'est des petits gestes du quotidien, tout simplement. C'est remercier la vie, parce qu'elle nous offre tellement de choses. Encore une fois, c'est pas un discours ésotérique que je tiens là. Je sais très bien que on n'a pas tous cette même chance d'avoir du soleil quand on ouvre nos fenêtres. Mais quand on en a, autant le partager. Donc il faut se dire que à partir de, tu vois, l'extrait que tu as lu provient d'un livre qui s'intitule Les gratitudes. Donc oui, tu peux t'en prendre des baffes, quoi. Tu peux t'en prendre des très très violentes, des baffes. Oui, forcément, la vie elle est faite de ça. Tu te casses la figure là. Tu te casses la figure, tu te fais très très mal. Puis un jour, tu te relèves. Parce que oui, il faut que tu te relèves. La chanson de Barbara, c'est ça. Il y a la dépression, on ne comprend pas, elle est là, elle s'est installée, elle ne voudra plus jamais partir, et on pleure. Et puis un jour, on ne pleure plus, on ne sait pas pourquoi. Donc, on peut avoir ces moments dépressifs. Je dirais même qu'ils sont importants dans la vie. Parce qu'on apprend tellement de nos échecs. Mais à côté de ça, il faut savoir être reconnaissant à ce qui nous est offert. Voilà, une agapante qui pousse auprès d'une piscine, une herbe aromatique là, qui va embaumer ta salade, voire ta salade de fruits, parce que pourquoi pas mettre en effet du romarin avec des fraises? Pourquoi pas? Qui l'empêche? Personne. Donc, je veux dire qu'on a déjà un très très beau cadeau, que la vie c'est une vie, c'en est pas 40 000, et qu'il faut avancer avec la vie. Et j'ai appris une chose, que si tu ne te fais pas toi ta vie, personne ne la fait d'autre à ta place. Tu en es seul responsable. On est toujours terriblement tout seul au monde. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas vivre avec les autres. Mais quand même, il y a cette
profonde solitude de l'être. C'est nous. On est chacun, nous. Et il faut vivre avec cela. Il faut faire avec cela. Et c'est comme ça qu'on peut aller vers les autres. Je crois. Quand tu parles de solitude, il peut y avoir quelque chose, effectivement, de dépressif, ou en tout cas de négatif. Je le prends aussi comme apaisant, c'est-à-dire que comme quand on médite, par exemple, on va vraiment en soi pour sortir du tumulte et pour revenir à l'extérieur plus calme, en tout cas. Et je suis avec ça, c'est-à-dire comment justement tu t'accueilles pour ensuite te mettre en relation de façon peut-être plus apaisée, plus tranquille, pour éviter aussi de transférer pas mal de choses ou de névroses aux autres, etc. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est vraiment comment on arrive à accepter. Et comment, comme tu disais, on reconnaît la chance aussi. Et typiquement, même si 50 ans, parce qu'aujourd'hui, l'espérance de vie, elle s'allonge de plus en plus, donc 50 ans, c'est jeune, il n'en reste pas moins que on a quand même la chance d'être toujours en vie. Et je pense que cette gratitude, d'avoir cette gratitude-là et effectivement de s'émerveiller de tout ce qu'on a la chance de vivre encore, c'est essentiel et ça participe au bien-être, mais pas au bien-être comme on peut en parler aujourd'hui de façon un peu galvaudée, mais vraiment au bien-être. Bien-être. Alors bien-être, c'est aussi bien-être, en effet, c'est ce sentiment, on va parler de choses vraiment très, très aimables aujourd'hui, de bonté. Ça me semble essentiel. D'être dans un accueil de ce qui nous est offert et puis une transmission de ce qui nous a été offert aussi. Par rapport à ce que tu dis, c'est amusant parce que je suis en train de lire Yoga d'Emmanuel Carrère. Alors, notre Emmanuel Carrère, qu'est-ce qu'il fait pendant un certain temps du livre ? Eh bien, il s'en va méditer. Il s'en va méditer. Et non pas pour s'exclure du monde, mais bien à l'inverse, pour se trouver cet axe vertébral qui va lui permettre précisément de se projeter dans l'écriture. Bon, voilà, il a tout compris. C'est un peu ça. Je dirais ce temps où, en effet, on fait on s'arrête jamais véritablement. On est toujours dans une énergie qui te propulse. Alors moi, je suis pas certaine. Surtout, ce que j'ai envie, c'est en effet, oui, et tu l'as vraiment avec beaucoup de justesse articulé. C'est ce bien-être. Voilà. Il faut se laisser glisser dans ce temps de l'être d'abord. Ça c'est essentiel de ne pas être ailleurs que là. Et puis aussi d'essayer de diffuser autour de soi le meilleur de soi. Voilà, je pense que c'est peut-être ça, le message. Quel livre t'inspire et t'aide, quels sont les livres donc, qui t'inspirent et qui t'aident à avancer avec optimisme? Oh là là. Astérix et Obélix, c'est pas mal. J'adore, moi je suis fan. Ça a été pendant des années quand même, aux grandes dames de mes parents, le seul truc que je lisais. C'est tellement chouette, c'est tellement fin, c'est tellement... Puis bon, très honnêtement, je suis pliée en deux de rire, quoi. C'est trop drôle, quoi. Qu'est-ce que j'aime lire ? Oh là là, j'aime lire tellement de choses. Tellement de choses là. Je suis en train de travailler avec la fille d'une de mes amies, son bac de français, et je découvre, je dis bien je découvre,
L'incroyable talent d'Annie Ernaux, qui vient d'être récompensée pour son œuvre par le Nobel de littérature. Et quand je lis cette femme, qui était une femme qui a eu plusieurs vies, qui a choisi d'avoir plusieurs vies, qui s'en est donné les moyens véritablement, et qui a consacré beaucoup de son temps à regarder le monde qui vivait autour d'elle, et qui lui a donné un levier d'action. Dans ce sens où observatrice de différents milieux sociaux, observatrice de conditions de la femme, observatrice d'inégalités, observatrice en fait d'un quotidien qui comment dirais-je, alors je ne sais pas si je vais oser ce parallèle qui est peut-être un peu trop considérable, mais en fait Annie Ernaux, c'est un peu comme du Marcel Duchamp. Bon, j'ose, peut-être que... Mais en fait, il a transformé un objet, sa fameuse pissotière, il l'a transformé en objet d'art, d'accord, qui regarde, qui est regardé, qui devient quoi. Annie Ernaux, avec des années de distance, son supermarché, on a fait quelque chose de très important. Elle a inventé une écriture et elle a remis au cœur du dispositif social la femme dans son quotidien. Voilà. Le quotidien, c'est aller aussi faire ses courses au supermarché, par exemple. C'est aussi préparer les repas, c'est aussi élever des enfants, mais c'est aussi être une intellectuelle, c'est aussi donner des cours, c'est aussi écrire, c'est aussi revendiquer des choses, c'est aussi défendre. C'est ça. En fait, quelque part, la littérature, c'est un engagement politique. Et c'est moi qui ai toujours refusé d'entrer dans un quelconque encartage politique parce que ça ne m'intéresse pas. L'acte d'écriture, aujourd'hui, c'est un acte de revendication qui peut être infiniment doux, infiniment poétique, infiniment fictionnel, infiniment pragmatique, prosaïque, terre-à-terre, cru, peu importe. Au fond, toujours, c'est l'idée qui prévaut. Qu'est-ce que tu veux dire ? Pourquoi tu veux le dire et comment tu vas le dire ? Voilà, aujourd'hui, cette chance que j'ai de pouvoir travailler avec ma petite Irina, c'est de prendre à bras-le-corps quelque chose, un texte, et de lui dire, elle qui a à peine 16 ans, regarde Irina, tu vois, cette femme, elle s'est battue, elle continue de se battre, et elle a été récompensée pour son travail. Et toi, dans ta vie, regarde, ne baisse jamais les bras, ne baisse jamais le regard. Sois fier, regarde devant toi, avance, et crois en ton demain. Voilà. Je vois de l'émotion qui arrive. Parce que c'est important, parce que c'est important, parce qu'il y a plein de personnes qui ont besoin de le croire. Il faut qu'on leur dise qu'elles peuvent y croire, que oui, et que ta vie, c'est toi qui l'as fait, et c'est personne d'autre qui va la faire. Tu peux être formidablement bien entouré, accompagné, mais c'est toi qui décides, personne d'autre. Et puis il y en a qui meurent pour ça. Aujourd'hui, il y en a plein qui meurent. Donc, même si on ne peut pas faire grand-chose, là où nous nous trouvons, il faut toutefois qu'on les ait bien en mémoire. Toutes ces personnes qui se battent pour nous, voilà, et qui continueront. Et nous, on va continuer avec elles. Et quand tu regardes en arrière, quel est le conseil ? Je pense qu'on est évidemment dans la prolongation de ce que tu viens de dire. Quel est le conseil que tu donnerais à la Valérie de
45 ans pour mieux aborder la cinquantaine. Mon enfant. Ça nous fait. Je ne sais pas si tu as vu ce film de Jacques Demy, qui est incroyable, qui est Podane. Mon enfant. Aie confiance. Allez, fais-toi confiance. Regarde devant toi. Voilà. Se faire confiance, c'est terrible. On ne se fait jamais assez confiance. On est. Je ne dis pas qu'il faut être dans une toute puissance. Hein. Ça n'aurait pas de. Ça n'a pas de nature à être. Mais peut-être qu'on nous l'a pas assez dit. Peut-être qu'on l'a pas entendu. Peut-être qu'on ne l'est pas assez dit à soi. Mais l'inverse ne sert à rien. Donc il faut y aller. Voilà, il faut savoir que c'est possible. Donc il faut croire. Et pour prolonger donc la discussion sur comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle, quelle personnalité inspirante tu me conseillerais d'inviter ? Alors, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui méritent qu'on les regarde. Et vraiment, je tenais à te remercier sincèrement pour ton invitation. Elle me touche beaucoup parce que je ne suis pas une personne importante du tout. J'ai juste à cœur de faire un certain nombre de choses. Mais voilà. Donc, moi, vraiment, je te remercie pour les personnes que je représente. Voilà. De m'accorder ce temps. Dans un univers tout à fait différent, il y a une personne qui s'appelle Nathalie Orvoen et qui est une jeune femme de 50 ans cette année. Parfait. Et qui a changé de direction à un moment donné professionnelle, et puis s'est mise à faire des choses absolument improbables en créant une société qui s'appelle Les Potageurs. Et les potageurs, c'était dire, eh bien, tous ensemble, on va mettre du potager sur les toits des copros. Donc, on va faire ensemble, on va biner, on va arroser, on va récolter, bref, etc., etc. Et bon, voilà, donc du paysagisme au potager, c'est pas très loin. Hein, de toute façon. Donc, ça m'a beaucoup plu. Et puis, en même temps que cela, c'est quelqu'un qui a toujours été dans le digital. Donc les deux sont pas incompatibles. Hein. C'est pas parce que tu mets les mains dans le codage que tu sais pas mettre les mains dans la terre. Ça c'est pareil, hein, c'est la même chose. Hein. Il faut décloisonner parce que on est quand même doué de deux hémisphères et qu'on peut faire travailler les deux hémisphères, quoi. Et elle est très engagée dans la French Tech, et notamment les femmes dans la French Tech. Ça, c'est en disant, allez, les filles. Parce qu'il y a un sacré chemin. Mais bien sûr, mais parce qu'on les laisse pas parler, et parce qu'en effet, on a tendance à mettre sur le devant de la scène toujours les mêmes personnes qui, en général, je le dis sans arrière-pensée, mais c'est souvent des hommes parce qu'en effet, la tech, c'est plutôt masculin que féminin, quoi. Mais bon, donc elle, pas du tout. Elle a dit non. Moi, c'est des femmes, et puis il y en a plein. Et donc, elle aussi, elle a un travail de valorisation de ces femmes. Donc, Nathalie Orvoen, c'est une personne intelligente, vraiment intelligente, et douée d'une sacrée vision du monde. Donc ça peut être pas mal. Okay. Merci pour cette recommandation. Donc avant de se quitter, peut-être tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver. Est-ce que sur LinkedIn ou sur les réseaux ou Oui, alors tu vois, ça c'est moi-même les réseaux, j'y allais non pas à pas modéré, mais j'y allais progressivement. Et puis voilà, ça c'était encore une chouette rencontre avec Esther, qui était en stage chez nous pendant un mois.
une fille merveilleuse, de joie, de bonne humeur, de gourmandise, d'appétit, enfin. Et donc, elle m'a mise partout, sur tous les réseaux. Elle a mis Giletta, bien sûr, partout. Et grâce à elle, je lui en suis très reconnaissante. Aujourd'hui, voilà, on peut se retrouver, on peut échanger, papoter, imaginer, voilà, faire des choses, ou tout simplement échanger autour d'un thé, nos visions du monde, et c'est toujours de toute manière très constructif. Donc surtout, sauf sur Twitter. Pourquoi pas Twitter ? Parce que c'est trop court en termes de mots. Ouais, c'est exact. Tu as vu à quel point je suis horriblement bavarde. Et donc voilà, et ce bavardisme, j'aime bien inventer des petits mots comme ça de temps à autre, m'empêche d'être concise. Voilà, non pour la synthéticité, là, et voilà encore un nouveau mot, non pour la synthéticité des mots, et oui pour la longueur des phrases. Non, pas de tweet chez moi, je ne sais pas faire. Ok. Écoute, on va s'arrêter là. Moi, j'adore ton bavardage, comme tu dis, et j'aimerais trop continuer, mais bon, on va s'arrêter là, en tout cas pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Valérie, d'avoir accepté de participer, en tout cas, voilà, et puis d'inspirer les femmes autour de la cinquantaine, et puis de montrer que c'est possible d'avoir autant de curiosité, autant de peps. Merci. Merci à toi, Karine. Vraiment, merci beaucoup de ton invitation. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite avec de nouvelles inspirations pour croquer votre futur à pleines dents.